Et on s'enligne vers le SmackDown du 24 mai 2024. Un espèce de... Là, évidemment, là, c'est le SmackDown dans le pays qui ne donne pas beaucoup de droits aux femmes. Fait que on n'était pas habitué à faire des shows là en général. Et règle générale, tout le long du SmackDown, le son en coulisses était dégueulasse. Dégueulasse. C'était des plafonds hyper hauts. T'entendais de l'écho. C'était mal capté. 3/4 du temps, les gens parlaient pas d'un micro. Je sais pas si c'était comme pas l'équipe technique habituelle qui faisait le son. Peut-être c'est ça, qu'on n'a pas déplacé les techniciens normaux, pour ne pas des techniciens locaux sur place. Ou ils n'ont pas l'équipement requis pour être capable de bien faire leur travail. Mais clairement, là, ça nuit fortement au spectacle. Ça faisait un peu ticoun, là. Oui, je suis d'accord. Ça faisait très AEW. Oh, mais ça faisait très... on n'est pas le truc avec le plus de budget au monde. Même si le stage était impressionnant, le look était impressionnant, le backstage était genre, man, on dirait un show indie mal qu'on comprend à moitié les affaires puis les promos. Puis t'es à WWE. Puis tu sais, ils en ont quand même fait quelques-uns promos backstage là, dans l'écriture. Ils sont pas adaptés à faire mettons, après la première, faire comme moi, on va peut-être changer le plan parce que on n'est pas capable de le faire, là, clairement. Ils ont continué, puis ils ont tout fait, puis c'était mauvais. Le seul qui a bien été, c'était quand on était dans un bureau, puis là, clairement, c'était mieux. Avec AJ, puis... Nick Aldis. Et toutes les autres qu'on était comme dans le backstage, qu'on fait souvent à WWE, mais là, ça fonctionnait pas, ces promos-là. Fait que ça, mais surtout Belair, c'est Baron Saxton qui vient interviewer Belair, puis on entend super bien parce qu'il y a un micro-bâton dans ses mains. Et là, t'as Candice LeRae qui vient intervenir. Là, Baron s'en va, puis c'est là que le son complètement chie, on n'entend plus rien, on comprend plus rien. Fait que, très, 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 très bizarre. Tout ça, c'est chose avec Paul Heyman, là, tu sais, c'est bizarre. Les solos, tout ça, puis Tamatonga qui vient faire... Ah, j'ai ri fort. Tamatonga qui vient faire un saut à Paul Heyman. Ah, Paul Heyman, il est bon. Ah, il joue bien. Mon Dieu, que je viens. Mais avant tout ça, le premier match qu'on a eu sur la carte, c'est Belair contre Nia Jax, qui était la demi-finale, pour savoir qui allait être en finale pour Queen of the Ring. Et c'est pas un match que moi j'ai souligné nécessairement. J'ai pas trippé tant que ça. Moi, je l'ai aimé. J'ai surtout aimé la construction de Nia Jax dans ce truc-là. Parce qu'on s'entend, construction du personnage de... Exact, parce que Belair est forte, là, tu sais, présentement. Là, mais elle est blessée au genou. Exactement, mais tu sais, elle est quand même forte. Elle se sert à... Elle serait capable, dans notre imaginaire, quand même de gagner malgré une blessure. Mais tu sais, à la fin du match, on l'a vu, là, malgré son jeu, elle a réussi à lever Nia Jax pour lui faire un potentiel KOD, puis elle aurait réussi à le faire. Là. Exact. Et ça, c'est justement, tout comment j'ai aimé la structure du match, qu'on vend la blessure de cette manière-là, mais qu'on montre quand même Belair forte malgré la blessure. Et Jax qui réussit à faire beaucoup de moves aussi, là, impressionnant. Oui, un swanton qui sort pas souvent. Ce que moi j'aime moins, c'est que c'était à prévoir. C'était à prévoir avec la victoire, que Belair allait flancher, que ce soit en demi-finale ou en finale, par cette blessure-là qu'on voit qu'il est fait, parce que sinon, si c'était vraiment si grave que ça, elle ne lutterait pas, elle aurait été arrêtée. Fait que c'était un peu prévisible. C'est ce que moi j'ai moins aimé, c'est que c'était évident pour moi d'entrée de jeu que Jax allait gagner, même si oui, on réussit à vendre une Belair quand même très très forte dans ce match-là. Puis, mais je trouvais que c'est aussi ça hypait bien Nia Jax qui éventuellement le remporte, mais le fait d'avoir passé à travers Jade et Belair. Ouais, c'est vrai. OK. Dans l'écriture, ça va revenir, là, ça. Là. C'est un truc c'est un exploit en soi qu'elle va ramener et qu'on va pas oublier la manière dans laquelle c'est fait. Un peu comme Miz qui rappelle qu'il a gagné WrestleMania contre John Cena. On se souvient plus, il en parle pas de la manière que ça s'est fait. Il y a cette aura-là, il y a plus ce glow-là. Mais il y a quand même la stats qui l'a fait. Absolument, là, absolument. Fait que l'après-midi, ça va être quand même. Ça va servir à bien construire le personnage de Nia Jax. Je comprends ça. Et on a même commencé à le faire après le match parce qu'il y a une belle promo que j'ai aimée de Nia qui avec Lyra qui. Le terme buzz, moi là, pas sûr. mais c'est ça, le côté genre, j'ai battu Bianca Belair. Puis là, tu sais, ça hypait Bianca, ça hypait Nia qui a eu cette victoire-là, ça hypait leur match pour le lendemain. Moi, tout ça, je trouvais que ça a été bien écrit, bien construit. Ok. Je suis pas pour élever tout le monde. Je suis pas en désaccord. Je trouvais que personne a sorti faible
de ça. Ça, c'est le défi quand tu mets plein de gros noms un contre l'autre, puis il y a tout le temps quelqu'un qui doit perdre. Personne n'a perdu, malgré la défaite. Ensuite, on a eu un match en haute voltige quand même, entre LA Knight, Street Profit contre A-Town Down ainsi que Carmelo Hayes. Le match en général comme tel, moi, c'est pas... La promo avant, c'était pourri, là, mais le match était bon. Oui, exactement. Puis c'est vraiment, moi, ce qui m'a marqué, c'est l'athlétisme, la fluidité de Angelo Dawkins, le progrès qu'il a fait depuis les dernières années. Il a sorti, un nouveau moveset pratiquement au complet dans ce match-là. Il était agile. Agile, presque aussi agile que Montez Ford. Léger sur ses jambes. Il a l'impression qu'il a perdu un peu de poids aussi. Oui, il est moins un peu plus lean, vraiment. Puis moi, j'avais peur que ça fasse un peu comme Otis et Tucker, que Otis parte de son côté, puis Tucker, on le voit plus jamais. Pour les gens qui se souviennent de Tucker, les autres, c'est bien correct que vous en souvenez pas. Mais je pense qu'Angelo Dawkins a senti un peu ce qui allait se passer dans quelques années et qui s'est dit non, ça n'arrivera pas pour moi. Je vais m'organiser pour que je devienne indispensable. Et Colin, je pense que ça fonctionne parce que ce gars-là en simple, oui. Tout ça. Moi, en tout cas, avec ce qu'il nous a montré de ce match-là, c'est la première fois que j'y crois. Oui. À Dawkins solo. Là. J'ai trouvé son in-ring comme un bon step au-dessus de ce qu'il faisait avant. Champion du monde, non, mais un bon mid-card. Parfait, oui, absolument. Non, mais c'est que là, maintenant, il peut se défendre dans le ring. Avant, j'étais comme, comment il va faire quand il aura plus son chum avec lui. Ça, puis lui, avant, il prenait le hot tag, il faisait 3 quarts de linge, puis c'est Montez qui finissait la job, là, on s'entend. Là. C'est ça. Fait que, non, je suis bien content. Il y a eu beaucoup de temps de glace et j'ai adoré ça. Toujours un gros frog splash de la part de Montez qui est incroyable. L'élévation, le plan de caméra qui est un peu botché, là, mais quand même un beau plan de caméra du top pour le frog splash de Montez. Il a tiré une petite affaire, le genou un peu dans le bas du corps. Dans le bas du corps, fait que le landing pas top pour ne pas blesser son compatriote. Je pense même il s'est comme fait mal un peu au genou en le faisant. Ouais, bien vendu quand même de Grayson qui s'est pris dans le ventre. Mais dans les airs, tabarouette, c'est impressionnant à chaque fois, ce mouvement-là. Incroyable. Fait que je vous invite à aller voir LA Knight, Street Profits contre A-Town Down et Carmelo Hayes. Skipper tout le bout avant, ça vaut pas la peine. Le genre de turn de Carmelo Hayes, comme on parlait plus tôt. Un peu poète-poète. Et finalement, tout petite promo qu'on a eu backstage entre AJ Styles et Nick Aldis et un AJ Styles qui demande un nouveau match contre Cody Rhodes, qui supplie pratiquement Nick Aldis. Moi je m'attendais pas à ça que son personnage se rende jusque-là. Ouais, puis là Nick fait tu viens de perdre, là, tu sais, faut que tu retournes en arrière de la chaise, puis là, AJ dit la phrase que mais tu le sais, il me reste plus grand temps. J'ai besoin rapidement d'un nouveau match. Et là, est-ce que, tu sais, comment Triple H, comment Paul Lévesque construit, on a l'impression d'une petite graine de sommet ici. Est-ce qu'on s'enligne vers une prochaine année où c'est le dernier run d'AJ Styles, qu'on va mettre de l'avant ce côté-là de AJ veut gagner une dernière ceinture avant de la retraite. Il sort des gros matchs, là, effectivement. Je pense qu'il est en train de tester son corps, là, voir comment il réagit, être capable de passer une dernière année là, à fond la caisse. Là. En tout cas, je sais pas si ça serait sa vraie dernière année, mais qu'on amène un angle comme ça pour peut-être y amener. Exact, ou peut-être y amener également un dernier run avec une ceinture. Moi, j'aime ça. AJ, il est quand même avancé. Il mériterait d'avoir un run à la Kurt Angle, à la Ric Flair qui a fait un peu ça. Est-ce que maintenant, j'ai l'impression qu'il y a une meilleure ouverture de la part de la WWE, est-ce qu'un AJ Styles pourrait demander à M. Paul de faire comme j'aimerais ça une dernière run, au moins une ceinture, un petit règne de 3, 4, 5, 6 mois, peu importe, où je parais bien. Je perds ma belt, je prends ma retraite et mon contrat se finit, j'irai faire une dernière run au Japon. Puis après ça, je vais peut-être revenir comme temps partiel. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui serait accepté et acceptable du côté de la WWE, je l'espère. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais voir, un AJ Styles qui revient 6 mois, 1 an à la New Japan pour faire une dernière run, puis aller boucler l'histoire là pour sa carrière. Ça, j'aimerais bien. Puis que pendant qu'il est encore en forme, pendant qu'il est encore capable de le faire, j'aimerais bien cela. Son style peut pas faire ça jusqu'à 55 ans. Non. C'est pour ça qu'on est vraiment vers la fin. Moi, je suis encore hyper surpris à chaque fois que je le vois sortir des matchs incroyables de high flying.
cet homme-là a l'air de pas avoir de date de péremption, mais elle va arriver éventuellement. Oui. Et c'est ça, je pense qu'on commence à installer ça, mais je suis content qu'on l'amène dans l'histoire, que ce soit pas juste le côté backstage, puis on s'attend à ce qu'éventuellement ça arrive. Si on fait une histoire avec ça, moi j'aime ça qu'on le fasse, et je trouve qu'il mériterait, AJ, d'avoir une run forte pour vraiment terminer. 100%, une légende, on pourrait le mettre dans le top 10 des meilleurs lutteurs au monde. Moi, ça a été un de mes lutteurs préférés. Tu sais, moi, j'ai des eras. Ouais, c'est ça. Mais moi, mon air... TNA? Mon air TNA, c'était mon lutteur préféré des années 2000, début 2000, moi. Cheveux courts, le gentil AJ Styles, là. Ouais, le gentil AJ Styles, mais surtout le très high flyer AJ Styles. Fait que pendant une longue période, moi, c'était mon lutteur préféré avant que Bryan Danielson arrive dans ma vie. Donc, tu sais, moi, je passais de Dean Malenko à AJ Styles à Bryan Danielson. C'était ça mes airs de lutteur préféré. Quand même. Souvent, je les garde longtemps. Là, t'es rendu à Will Ospreay. Fait que c'est une belle progression quand même. Exact. Vous voyez mon style. Vous voyez mon style aussi. Absolument. Fait que, ouais, je suis très content de faire ça, puis je trouve qu'il le mériterait. Et c'est ce qui conclut ce SmackDown-là du 24 mai, qui était bon dans un pays qu'on aime moins, mais gars, c'est la vie, il fallait qu'on le fasse. Ça va être la même chose. Commentaire. Ouais, c'est ça, oui, dites-nous en commentaire, vous, ce que vous avez aimé, moins aimé du SmackDown. Et